Merci à vous tous d'être venus. Merci à la HEG de me donner l'occasion, dans un autre cadre que celui des cours, de parler en fait des deux sujets qui m'occupent le plus souvent, c'est-à-dire histoire et économie de la culture. Alors permettez-moi, sans plus attendre, d'entrer directement dans le vif du sujet, avec la question qui va nous occuper durant l'heure qui vient, à peu près 50 minutes, j'espère. Que peuvent bien valoir nos bibliothèques? Pendant longtemps, on a simplement estimé, et à juste titre, je crois, qu'elles n'avaient pas de prix. L'économie de la culture, qui naît au milieu du XXe siècle à peu près, s'intéressait aux beaux-arts, à la musique, au cinéma, puis aux industries culturelles au sens large. Mais ce n'est que assez récemment qu'elle s'est penchée, avec d'ailleurs beaucoup d'intérêt, sur cette institution très particulière qu'est la bibliothèque. Et elle s'y est penchée dans un cadre assez particulier, un cadre polémique, avec une question qui n'est peut-être pas très élégante, mais qui a au moins le mérite d'être directe, posée dans le cadre d'une petite émission télévisée sur Fox News aux États-Unis, Are libraries necessary or a waste of tax money? Inutile de vous dire que la journaliste penchait plutôt pour la deuxième solution, mais ça m'a moins interpellée. Et ma question de départ, je me suis rendu compte, a rejoint une question qu'avait posée déjà en 2008 dans le bulletin des bibliothèques de France, monsieur Hans-Christoph Hauptmann. Les bibliothèques, finalement, sont-elles rentables? Au moment où tous nos budgets sont en voie de coupe, en cure d'amaigrissement drastique, la question est tout à fait légitime et elle se pose, pas depuis très très longtemps en ces termes, depuis une petite dizaine d'années. Les dernières statistiques de fréquentation des bibliothèques sont venues encore renforcer ce sentiment qu'il fallait absolument mieux comprendre et aussi mieux chiffrer l'ensemble de nos activités et l'ensemble des retombées sociales que les bibliothèques pouvaient avoir. Mais vous pensez bien qu'avant de me pencher sur ce qui s'est fait récemment, je me suis quand même, ça c'est le côté historienne, je me suis quand même demandé ce qui s'était passé dans l'histoire. Et surtout, je ne crois pas que l'histoire nous enseigne quoi que ce soit, mais l'histoire nous permet de prendre un peu de recul sur certaines situations et de poser des questions, je crois, pertinentes à certaines situations. Que pouvait bien valoir un certain nombre des grandes bibliothèques anciennes? Quel type de valeur ajoutée avait-elle amené à la société dans laquelle elles ont été fondées? Donc, je vous emmène tout de suite quelques siècles en arrière. Il était une fois au milieu du XVe siècle, du côté de Budapest. Un royaume qui prend de l'importance. La gravure que vous avez à l'écran date de 1493, elle est donc à peu près contemporaine de la période qui m'intéresse. Une ville qui, en 1493, est au fait de sa puissance. Et cela grâce à un roi, Matthias Corvin, qui est issu de la famille des Hunyadi. Les Hongrois le connaissent sous le nom de Hunyadi. Nous le connaissons sous le nom de Matthias Corvin. Il a pris un petit corbeau que vous avez sur ses armoiries, un petit corbeau comme emblème. Matthias Corvin est un homme étonnant. Vous le voyez par les dates, il arrive au pouvoir à 15 ans. De façon totalement accidentelle, après avoir perdu son père et son frère, mis à mort pour d'obscures raisons politiques. C'est un homme qui a eu une très belle formation, une formation par des érudits de différentes nationalités, hongroises bien sûr, mais également polonaises, et notamment un des premiers humanistes italiens qui était sorti des frontières de l'Italie, l'italien Bonfini, qui a d'ailleurs été régent de Matthias pendant un certain nombre d'années. Matthias maîtrise évidemment le hongrois, ça c'est la moindre des choses, mais également l'allemand, l'italien, le roumain, le latin, les principales langues slaves. Il sert d'interprète à son père lorsque son père sort en tournée diplomatique. Il a une éducation classique parfaite et il est fasciné par ce mouvement qui monte en Italie du Nord, qu'est la Renaissance. C'est sous son règne d'ailleurs que la Hongrie va connaître une expansion qu'elle ne reconnaîtra plus avant longtemps, puisqu'elle s'étendra du sud-est de l'Allemagne actuelle à la Dalmatie, des Carpates à la Silésie, donc toute l'Europe centrale. Alors me direz-vous, quel rapport avec les bibliothèques?
Mathias adore lire. C'est un roi qui se bat beaucoup et qui, pendant toute sa vie, il l'écrit dans ses lettres, aime à plonger dans des livres, et des livres de qualité, des livres importants. Il a été un mécène extrêmement généreux, il a fait venir à Budapest et à Bratislava toutes sortes d'artistes italiens, il les a même parfois débauchés. Et comment il a réussi à obtenir cette fuite des cerveaux de l'Italie vers la Hongrie, grâce, dès qu'il arrive sur le trône, dès les années 1458-1460, à une bibliothèque qu'il s'efforce de monter avec beaucoup d'intelligence. Une bibliothèque qui sera la plus importante de son temps avec celle du Vatican. Plus de 2000 ouvrages. Et pas des ouvrages comme, il y avait des Bibles certainement, mais son but ce n'est pas d'avoir les ouvrages que tout le monde a, c'est d'avoir les ouvrages que les autres n'ont pas. De magnifiques manuscrits, évidemment richement enluminés, mais pas tous. Ce qui intéresse Mathias, ce n'est pas d'avoir de beaux livres chers, c'est d'avoir de bons livres. Et évidemment, c'est un pôle d'attraction pour tous les savants de son temps. Les savants viennent à Bratislava ou à Budapest, l'université repart. Le roi est connu par ses nobles pour être un mécène généreux. Les nobles se disent que peut-être s'ils faisaient la même chose et qu'ils avaient des livres, ça serait être bien vu du roi. Donc eux-mêmes commandent une masse d'ouvrages. Ils commandent des ouvrages en Italie du Nord. Et puis après, ils n'ont plus besoin de les commander à l'extérieur parce que ce sont les artisans qui viennent les fabriquer sur place. Donc l'existence même de cette bibliothèque crée tout un artisanat du livre. Des enseignants viennent, et les enseignants à cette époque amènent leurs étudiants. Les étudiants font Erasmus à cette époque de façon tout à fait normale et naturelle. Ils suivent leurs étudiants à travers toute l'Europe, et donc ils viennent aussi à Budapest et à Bratislava, où deux universités commencent à s'établir et à devenir importantes. Ça veut dire donc des retombées économiques, toute une industrie du livre et de l'artisanat qui se met en place, mais également des innovations au niveau de la médecine, de la philosophie, des théories nouvelles qui s'établissent au niveau des sciences naturelles, des ouvrages qui sont écrits, des chroniques qui sont mises au point et qui sont rédigées sur l'histoire de la Hongrie. Mathias est considéré à cette époque comme l'un des rois les plus puissants d'Europe. Par ses victoires sur le terrain, bien entendu, mais aussi par tout ce qu'il a fait pour les arts. S'il a les moyens et s'il a les capacités de pouvoir gérer une bibliothèque de cette taille, à peu près 2000 ouvrages, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est que c'est un grand roi. Et c'est donc un roi avec lequel il faut compter. Alors vous voyez bien où je veux en venir. Ma petite question c'est, et si le roi, à cette époque-là, avait eu des autorités de tutelle à qui il aurait fallu justifier ses dépenses? Évidemment, il n'avait pas à le faire, son Parlement lui était relativement fidèle, il n'avait pas trop à s'intéresser à ces questions-là, mais imaginons, petite expérience de pensée, il y a 5 siècles qui nous séparent, on a les moyens donc de prendre suffisamment de recul pour le faire. Au niveau des usages, c'est une première manière d'élaborer ou de comprendre les performances d'une bibliothèque. La bibliothèque est ouverte aux érudits. Mais il est clair que s'il avait fallu faire des statistiques d'usage et de savoir la fréquence avec laquelle les gens venaient à la bibliothèque, on serait arrivé à des chiffres relativement limités. Le succès n'aurait pas été renversant par rapport à l'ensemble de la population. Mais il n'empêche, c'est un lieu de lecture apprécié, un espace de vie, oui, où les gens viennent et où notamment sont organisées des sortes de conférences qui réunissent les érudits du moment qui sont là sur place et qui viennent appuyer un certain nombre d'enseignements de l'académie voisine. Donc c'est une bibliothèque qui vit et qui est extrêmement appréciée. Un certain nombre de savants expliquent qu'ils font un détour exprès pour aller voir les ouvrages qui s'y trouvent. On y trouve des textes de référence qui donc font date. D'autres apports, bien entendu, des apports économiques que même à l'époque, on commence à louer. On apprécie Mathias parce que finalement, l'argent qu'il investit dans sa bibliothèque a des retombées non négligeables sur toute l'économie de la ville, au moins de la ville de Budapest et un tout petit peu aussi des environs. Quand il s'agit de trouver des plumes pour les copistes, c'est évidemment pas à Bratislava ou à Budapest qu'on va trouver les animaux nécessaires.
Donc il y a là vraiment une stimulation de toute une économie dont on se réjouit à l'époque déjà, on en est conscient. Et un certain nombre d'ailleurs de princes de villes italiennes voient d'un assez mauvais œil que leurs meilleurs copistes ou leurs meilleurs enlumineurs les quittent pour aller travailler pour le roi Corvin. Et puis bien entendu d'autres types d'apports. Cette bibliothèque est une bibliothèque humaniste, c'est une bibliothèque qui a un rôle politique également. Je voulais brièvement résumer, c'est une vitrine où le roi se met en scène sa puissance et dit aux voisins « Inutile d'essayer, j'ai les moyens de vous tenir à distance, les moyens intellectuels et les moyens militaires de vous tenir à distance. » Et puis on va même encore un tout petit peu plus loin au niveau des apports sociaux et des apports politiques, des apports culturels. Cette bibliothèque va subir de gros dommages. Mathias Corvin meurt malheureusement sans descendant en 1490. Cette bibliothèque va du coup ne plus être vraiment maintenue et elle est entièrement dispersée, en partie détruite en 1526 suite à l'arrivée des Ottomans en Hongrie. Et alors là, ils vont vraiment pas faire de quartier. Les plus beaux livres vont être dispersés partout en Europe. Et une bonne partie du reste va finir dans les différents fleuves de la région. Donc une catastrophe culturelle absolument considérable. Et les Hongrois en ont gardé la mémoire. Les Hongrois ont gardé une double mémoire de la grandeur qu'ils avaient grâce à l'apport multiple de cette belle collection qu'ils avaient vu se monter sous leurs yeux en une génération, et une mémoire encore plus vive de la destruction et de la perte patrimoniale qu'ils avaient subie. Et depuis cette époque, depuis le XVIe siècle, on a à toutes les générations une série de nobles qui essayent, de gens fortunés, pas forcément nobles, mais de Hongrois fortunés qui essayent de réunir à nouveau cette collection, ou en tout cas ce qu'il en reste. Alors évidemment, le numérique leur a redonné un second souffle. Et l'un des premiers objets qui a été présenté par la Hongrie au patrimoine de l'UNESCO, c'est l'idée de reconstituer la Corviniana. Et donc de chercher tous les Corvina, tous ces ouvrages qui ont fait partie de la bibliothèque de Mathias Corvin, de les numériser et enfin de reconstituer ce que l'on peut virtuellement de cette collection. Et le site, et vous le voyez là, est le site d'origine est évidemment en hongrois. On a un peu de peine à faire venir d'autres langues d'ailleurs. À part l'italien, il y a peu de choses parce que beaucoup de ces ouvrages sont repartis en Italie, notamment avec les artisans qui les avaient faits, ou les savants qui les lisaient, dont beaucoup étaient d'Italie du Nord. Donc quelque chose de tout à fait remarquable. Je vous ai fait un petit résumé, un tout petit peu plus formel, avec en termes simples, les différents apports de cette Corviniana. Des apports directs, par l'utilisation directe des ressources, par une stimulation de l'économie de l'écrit et aussi dans l'esprit des gens du temps, le simple fait qu'il existait cette ressource extrêmement importante, et puis les apports indirects, la puissance du souverain et l'importance patrimoniale pendant des siècles. Comment arriver à évaluer tout ça? Comment parvenir peut-être à essayer de comprendre les apports, de les chiffrer pour pouvoir avoir un étalon de mesure? C'est bien de dire c'est très important, mais c'est important combien? Et alors là, on a bénéficié ces dernières années, depuis les années 80, de l'apport des sciences de l'environnement et de l'intérêt que l'on porte à la nature et à l'écologie. Vous verrez que la question est assez liée. Comment évaluer l'importance d'un paysage? Comment financièrement se demander combien vaut une forêt, un marais, une rivière? La question s'est posée de façon extrêmement délicate en 1989. Certains parmi vous se souviennent peut-être du naufrage de l'Exxon Valdez aux abords de l'Alaska, des milliers de tonnes de mazout qui se déversent dans un patrimoine extrêmement important qui sert de nurserie aux poissons. Et comment évaluer
la perte, le coût global de cette tragédie. Combien demander aux responsables? Et des économistes se sont effectivement penchés sur la question et ont commencé à mettre en place des outils dont je vais vous parler maintenant, d'évaluation qu'on appelle contingente, d'essayer de demander aux gens à combien ils évaluent tel ou tel objet. Quelle valeur, quel argent ils seraient prêts à mettre pour obtenir tel service, ou combien ils seraient prêts à recevoir pour y renoncer. Pour l'Exxon Valdez, on a utilisé diverses méthodes encore naissantes à cette époque-là, et ce qui a aidé à leur reconnaissance, c'est que le montant sur lequel on s'est mis d'accord ensuite, qui était pas loin du milliard, et qui a été, le tribunal s'est prononcé il y a peu, pardon, pour 500 millions de dollars, une paille, par rapport aux 4 milliards, sans doute que finira par coûter cette tragédie, c'est pas encore fini. Le tribunal a accepté cette forme de calcul, ce qui a été une sorte de légitimation pour ce type d'analyse économique. Si je reprends l'exemple de la bibliothèque de Corvin et que j'y mets des termes un petit peu plus économiques, voilà ce que ça donne. Si on veut évaluer une valeur économique totale d'un bien non marchand, d'un bien qui n'a pas de marché, d'un bien qui n'a pas de prix, mais qui a néanmoins une valeur, eh bien, on a plusieurs manières de procéder. Ce que l'on fait, ce que vous avez à droite, l'utilisation effective, ça on sait faire, je vais y revenir. On a aussi une valeur, on peut attribuer une valeur au fait que ça existe et qu'on peut y avoir recours si nécessaire, même si on ne le fait pas tous les jours, mais on en est conscient. Et puis on peut aussi évaluer une valeur de non-usage. Le fait même que quelque chose existe n'est pas sans incidence économique, même sur moi, même si je n'y contribue pas directement. Et puis, les gens ne sont pas que de grands égoïstes, ils se rendent bien compte aussi qu'il y a des valeurs pour les générations suivantes, une valeur patrimoniale, une valeur pour autrui, maintenant et plus tard, ce qu'on appelle aussi une valeur de legs. Pour les bibliothèques, qu'est-ce que ça donne? Vous avez peut-être repéré un certain nombre des indicateurs que vous utilisez dans l'une ou l'autre de vos institutions ou que vous enseignez. D'abord, des indicateurs de performance. Ça, on connaît bien, c'est ISO 11620. On a actuellement un peu plus de 40 indicateurs de performance. Combien on a de lecteurs, combien on fait de prêts, le taux de rotation d'une collection, les articles consultés. On peut aussi évaluer fort bien, d'ailleurs, la façon dont on utilise un site Internet. Je ne vais pas refaire ici l'excellent travail de diplôme de Christophe Besançon. Et vraiment, il en a sorti, c'est imposant, hein, tout ce que l'on peut analyser comme indicateur d'usage et de performance. Mais il n'y a pas que cela. On peut aussi évaluer de façon plus chiffrée, en prix, combien finalement une bibliothèque rapporte par rapport à ce qu'elle coûte. Calculer donc un retour sur investissement à partir de ce qu'on appelle une analyse coût-bénéfice. Et l'analyse coût-bénéfice, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. On prend un panel de gens et justement, on leur demande combien ils accepteraient de payer ou combien ils accepteraient de recevoir pour renoncer à un service. C'est ce que vous avez indiqué là comme cap, écart, consentement à payer, consentement à renoncer. C'est donc des préférences qu'on essaye de leur faire évaluer par toute une série de questionnements assez précis maintenant et assez bien maîtrisés. Vous vous rendez bien compte que ça peut poser un certain nombre de problèmes. Allez savoir. Imaginez-vous quelqu'un qui dise que la disparition du musée du Louvre le laisse complètement indifférent. Devant quelqu'un qui l'interroge, ça risque d'être quand même difficile à obtenir comme sincérité. Donc on essaye de croiser les données, et notamment par ce qu'on appelle les coûts de déplacement. Combien est-ce qu'on est prêt à mettre, combien de temps on est prêt à passer en voiture pour aller ou dans un autre moyen de transport, pour aller dans l'institution qui contient les informations qu'on souhaite obtenir. Ou une institution qu'on a vraiment envie de visiter parce qu'on la trouve particulièrement belle, intéressante, on en a parlé récemment, ainsi de suite. Et puis il n'y a pas que ça, on peut aussi commencer à évaluer l'importance que la bibliothèque prend dans son entourage direct.
on peut assez logiquement conclure qu'il vaut mieux habiter près d'une bibliothèque que près d'une papeterie ou d'une usine d'incinération. Et effectivement, on a fait des analyses, les loyers sont un petit peu plus élevés dans des quartiers où se situent les bibliothèques que dans des quartiers où il n'y en a pas. C'est encore pas absolument un critère de choix, hein. L'analyse a été faite dans différentes régions du monde, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne. C'est encore pas, non, inutile de le mettre dans les petites annonces, bibliothèque à proximité, c'est encore pas tout aussi efficace qu'on le souhaiterait, mais on a évalué un certain nombre de profits à ce niveau-là. Un profit social, les enfants qui peuvent aller à la bibliothèque sans avoir à prendre trop de transports en commun. Donc tous ces éléments-là, ces impacts sociaux, commencent également à être étudiés avec beaucoup de pertinence et de précision. À quoi est-ce que tout cela aboutit ? Des analyses ont commencé à être faites à partir de la fin des années 90. Je ne vous ai pas retenu les premières, qui sont souvent assez expérimentales. Il a fallu mettre en place les types de questionnaires, il a fallu mettre en place le panel de gens interrogés, des usagers, mais aussi des non-usagers, parce que finalement c'est important de savoir pourquoi quelqu'un n'y vient pas, et combien quelqu'un qui ne vient pas à la bibliothèque, quelle valeur il attribue à la bibliothèque, à une bibliothèque. Et puis quelques études ont commencé à être bien efficaces. Je vous en ai fait un petit résumé et surtout je vous ai résumé les résultats auxquels ces bibliothèques parviennent. Alors la première étude est une méta-analyse. On a analysé 17 autres analyses plus sectorielles pour arriver à la conclusion que globalement, une bibliothèque rapporte nettement plus qu'elle ne coûte. Et c'est ce que vous avez indiqué là en ratio pour une unité de monnaie investie dans la bibliothèque. Le retour en moyenne, vous pouvez le constater, est entre 2,82 pour une bibliothèque publique en Australie, en Nouvelle-Galles du Sud, et jusqu'à presque 5 pour une bibliothèque dont on pouvait bien imaginer que le poids économique était considérable, la British Library. Ce qui veut dire quand même qu'on arrive à des sommes considérables que bien des entreprises n'atteignent pas. Quand vous investissez 1 franc dans une entreprise, si vous en obtenez 4 en retour, c'est tout de même assez intéressant. Même si c'est 4 francs sur une longue période, bien sûr. Alors, ces enquêtes sont assez intéressantes parce qu'elles se recoupent. Elles n'ont pas été tout le temps faites avec les mêmes méthodologies. Elles se sont croisées, on a essayé vraiment d'interroger les gens de différentes manières, de faire différents calculs et on obtient des chiffres quand même assez semblables, que ce soit aux États-Unis, en Norvège, qui a été pionnière sur cet aspect-là. Enfin, c'est connu dans le monde des bibliothèques, la Norvège est pionnière dans bien des domaines. L'Australie aussi s'est beaucoup intéressée à cela, notamment parce que ça a été parmi les premiers pays touchés par les coupes budgétaires. La Corée a refait plusieurs fois les analyses, les a affinées, et la Corée du Sud, et ce n'est peut-être pas pour rien dans sa récente décision d'investir beaucoup plus dans les bibliothèques qu'elle ne le faisait auparavant. Et puis, 2 études sur lesquelles je vais revenir, parce que la British Library a signé et elle a en plus confirmé par une double analyse à 10 ans de distance à peu près. Tout ça a l'air absolument parfait, chic. Nous le savions déjà, les bibliothèques rapportent. Et elles rapportent aussi d'un point de vue écologique. Elles ont un impact, un gain écologique que l'on commence à évaluer. La mutualisation des ressources, ça permet aussi d'économiser du papier, des ressources en électricité et toutes sortes d'autres ressources. C'est aussi un lieu où on peut centraliser la récupération du papier et d'autres matériels. Les bibliothèques commencent aussi à être très sensibles au fait d'être construites selon des normes écologiques et ont donc un impact positif sur notamment le CO2, etc., des empreintes qu'on commence aussi à pouvoir évaluer. Alors, les économistes nous regardent, ce sont des économistes qui font ça, hein, c'est chacun son métier, ce sont des cabinets d'audit notamment, ou des écoles de commerce, hein, des hautes écoles de commerce qui pratiquent, ou des universités, qui pratiquent ce genre d'études le plus souvent.
Alors bien sûr, ça suscite tout de même des critiques assez virulentes. Il y a une critique absolument fondamentale, notamment autour de Amartya Sen, le prix Nobel, qui a mis en place l'économie du bien-être, notamment la welfare economics, qui dit que c'est une aberration, finalement. Que comment appliquer des critères économiques à des institutions qui n'ont pas du tout été constituées pour ça, qui sont créées sur d'autres types de valeurs. C'est aller un peu loin dans la critique, il me semble. Après tout, ni la mer, ni les forêts, ni les marais n'ont été conçus pour qu'on en tire profit. Ça n'empêche pas d'évaluer leur valeur en cas de besoin. Mais c'est tout de même des arguments qu'il s'agit de prendre en compte parce qu'ils sont repris ensuite de façon un peu moins radicale, notamment par des économistes qui trouvent que ce type de valeur est très influencé et qui s'interroge notamment sur le fait qu'on ne trouve à peu près que des résultats positifs, que des gains au final, à part une ou deux exceptions près d'anciennes enquêtes. Comment éviter que les valeurs que l'on mesure n'aient pas un côté un tout petit peu trop artificiel? Finalement, on demande aux gens, en face à face, combien ils seraient prêts à payer pour quelque chose. Ce sont des indicateurs et des mesures qui sont tout de même assez délicates. La façon dont vous posez la question, le type de service sur lequel vous allez vous pencher, ont sans doute une influence sur la réponse. La critique est un peu contournée par le fait qu'on multiplie les angles d'approche. On ne s'arrête pas à un seul indicateur, on ne pose pas une seule question, mais on essaye de croiser les questions pour croiser les résultats. Et on remarque que les gens sont quand même d'une constance étonnante dans les valeurs qu'ils attribuent à cet objet particulier qu'est la bibliothèque. Et puis il y a une critique qui personnellement me touche un peu plus. C'est vrai que j'ai quand même, en tout cas moi, une réticence à toujours mettre des chiffres et de l'argent, une valeur en monnaie sur quelque chose qui devrait être au-dessus de ça. Alors je sais que c'est un vieux réflexe de lettreuse, mais tout de même, effectivement, il faut être attentif à cet élément-là. Est-ce que ce n'est pas tout de même réduire tout à des questions d'argent et seulement d'argent? Ça peut aussi être quelque chose qui joue en notre défaveur, c'est-à-dire que nos autorités de tutelle, par exemple, et ça c'est les risques qui sont issus de cette vision monétaire, est-ce qu'on ne va pas choisir les services les plus rentables au détriment de nos missions de base? Parce que c'est très bien, la British Library par exemple et d'autres bibliothèques aux États-Unis ont mis sur pied des laboratoires ou des petits bureaux qui viennent compenser les manques des ANPE locales, des agences de placement. Fantastique, c'est un succès considérable, beaucoup de gens retrouvent un emploi, ce qui a une valeur économique et des retombées considérables. Il ne faudrait pas que ça soit au détriment d'autres missions fondamentales que personne d'autre ne peut faire. Finalement, là, la bibliothèque vient pallier un manque au niveau d'autres institutions. Et ça, c'est un premier risque. Des orientations utilitaristes, on va choisir le programme d'investissement en fonction d'enquêtes faites ex ante. On va faire les mêmes calculs et on va dire, est-ce que ça va nous rapporter suffisamment ? Et dans ces calculs, il y a toujours le risque qu'on tienne plus compte du court et du moyen terme que du long terme, parce que le long terme est simplement plus difficile à calculer et à évaluer. Donc là, il y a des risques aussi de se focaliser sur ce que ça va rapporter dans l'immédiat pour arriver avec de bons chiffres auprès des bailleurs de fonds, au risque de laisser tomber un certain nombre d'autres choses. Et puis, il y a également un risque, c'est de laisser tomber une partie de la population qui est tout simplement extrêmement difficile à atteindre par ce genre d'enquête, ou qui n'est pas très conscient de ce que ça peut bien représenter qu'une bibliothèque. C'est difficile d'évaluer un service auquel on n'a jamais eu recours. Et là, on a un manque, et donc un déséquilibre dans les chiffres que l'on obtient. Mais un certain nombre d'indicateurs et de moyens sont en train d'être mis en place. Je vais y revenir tout de suite pour la dernière enquête de la British Library de 2012, qui est vraiment remarquable. Mais au final, je dois dire quand même qu'il y a beaucoup d'éléments assez réjouissants
dans cette façon de procéder. D'abord, c'est rare, quand on lit ces rapports, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur, quoi, de voir tous les apports. Moi, il y a des apports auxquels j'aurais jamais pensé. Quand on y réfléchit, finalement, toutes les retombées d'une bibliothèque, c'est impressionnant. Alors, toutes les bibliothèques n'ont pas les retombées de la British Library, de nouveau, mais même en Australie, on s'est beaucoup intéressé aux bibliothèques publiques, et c'est étonnant, on est obligé, c'est une magnifique occasion pour une bibliothèque de lister avec précision tout ce qu'elle fait, et de le faire avec un peu d'imagination, d'imaginer vraiment tous les apports qu'elle peut amener. Puis en plus, c'est assez réjouissant, nous qui sommes en général assez discrets sur nos professions, on a un peu de peine à les vendre, du moins en Europe continentale. Disons que du côté de la Grande-Bretagne et des États-Unis, c'est un petit peu plus dynamique à ce niveau-là, et un peu plus agressif aussi. Il est tout de même assez intéressant d'avoir, pour une fois, une comparaison avec d'autres types d'entreprises. Alors je sais que je crois que ça ne doit plus être choquant maintenant de considérer une bibliothèque comme une entreprise. Après tout, c'est une entreprise à but social et il n'y a aucune raison de les considérer autrement. Et donc, on peut tout à fait y appliquer les mêmes principes d'évaluation, les mêmes principes de calcul d'efficacité. Et on remarque par exemple qu'avec certaines entreprises qui font la même chose que les bibliothèques peuvent parfois montrer une plus grande efficience, un meilleur usage des moyens qu'elles ont à disposition. Parce que justement, les coupes budgétaires et le fait de devoir rendre compte tout le temps de ce qu'elles font, les a amenées à avoir une imagination parfois assez débordante. C'est aussi, si on tient compte des questions éthiques dont j'ai parlé et des missions de base des bibliothèques qui ne doivent jamais être laissées de côté évidemment, puisque personne d'autre ne peut les assumer, une belle base d'aide à la décision. Finalement, non pas en négatif, ce que je dois couper, mais en positif. Qu'est-ce qu'il serait intéressant de mettre sur pied pour pallier un manque? Ou peut-être, lorsqu'on pose des questions de façon intelligente aux gens, ils vous disent « Ah, j'aimerais bien tel service ». Voire, s'il y a plusieurs personnes qui le demandent, un pourcentage important, est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement mettre en place cet élément-là et faire comprendre et donc faire savoir aussi au public qu'on est à son écoute. Les gens sont en général assez responsive, ils aiment bien effectivement ce genre de choses et c'est tout à fait normal. C'est une manière aussi de trouver d'autres arguments pour légitimer une existence qui, vous l'avez vu, il n'est plus tabou aujourd'hui de la remettre en question. Pas simplement de dire il faut améliorer le système, de dire vraiment est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose mieux dans un système qui ne serait pas payé ou pris en charge par la communauté publique. Et ça, c'est, je crois, un problème que ce genre d'analyse peut permettre de résoudre ou en tout cas d'anticiper. Quelques exemples concrets pour voir comment ça se présente, ce genre d'analyse, et quels chiffres on obtient, quelle image cela peut donner d'un certain nombre d'institutions. Vous me permettrez de sortir un tout petit instant du domaine auquel je fais référence, les bibliothèques, pour passer à celui du musée. Parce qu'effectivement, le musée Guggenheim de Bilbao a été un des premiers à faire une analyse serrée et un retour social sur investissement parfaitement bien établi des retombées et de la demande que finalement le bâtiment a généré. Et c'est vraiment très impressionnant. En fait, pour 2012, les chiffres sont tombés il n'y a pas très longtemps. La demande, c'est-à-dire ce que le bâtiment a généré comme chiffre d'affaires, en quelque sorte, est d'un montant de 334 millions d'euros. Et dans ce montant, très étonnamment, ce que le musée rapporte, les entrées, la boutique, le petit café ou les petites choses qu'il y a à l'intérieur, c'est 8,26%. C'est-à-dire pas grand-chose finalement. On est autour de 20 et quelques millions. Tout le reste, plus de 300 millions, sont des retombées indirectes. L'essentiel, c'est l'hôtellerie. On a interrogé un certain nombre de clients des hôtels en leur demandant pourquoi vous êtes venus à Bilbao, pour voir le musée, notamment. Ils disent sûrement d'autres choses aussi, c'est beau le Pays Basque, mais Bilbao, c'est pour le musée.
Également au niveau du PIB du Pays Basque, qui a augmenté de presque 300 millions d'euros, d'après les calculs de ces économistes. Les emplois qui ont été maintenus, on est à plus de 6 000 emplois maintenus, de façon directe et indirecte, maintenus grâce au musée, depuis les conservateurs jusqu'aux vendeurs de petits souvenirs qui sont nombreux dans les environs, plus les visites qu'on a de la peine à évaluer. Combien, alors ça c'est même hors budget en quelque sorte, tout ce que ça a pu apporter en matière de littératie artistique, la façon dont les gens ont mieux compris les œuvres qu'ils ont pu voir. 6% de la population basque a visité le musée en 2011, c'est quand même considérable. Les scolaires, on a plus de 30 000 enfants qui sont venus visiter le musée. Donc vraiment un apport considérable que même, je crois, dans les prévisions les plus optimistes qu'on avait lorsqu'on a construit le musée, on n'avait pas osé imaginer. Alors évidemment, ça a donné un certain nombre d'idées. Je reviens sur ces deux enquêtes de la British Library. Une enquête de 2004, une enquête qui a été publiée en janvier 2013, avec tous les moyens d'analyse possibles et imaginables. On l'a évalué vraiment au sens large. L'enquête de 2013 essaye d'évaluer assez précisément sur plus de 3000 personnes l'impact de la British Library et la valeur qu'elle a pour des non-usagers. Et on obtient des chiffres tout à fait remarquables. L'apport est donc presque 5 fois supérieur au coût pour le contribuable britannique. On a même essayé de faire la différence. Vous avez vu qu'il y avait deux chiffres, 4,9 livres pour une livre investie pour les Britanniques et 5,1 si on tient compte des services rendus par la British Library hors de la Grande-Bretagne. Mais évidemment, pour le contribuable britannique, les services rendus à l'extérieur de la British Library ne le touchent pas beaucoup. Donc on a vraiment différencié jusqu'à ce niveau-là les valeurs que l'on pouvait attribuer à la British Library. On a calculé combien pouvait rapporter la salle de lecture, combien pouvaient rapporter les services de référence. Il y a aussi une étude extrêmement intéressante sur la façon dont le site web est utilisé et combien le site web a permis aux usagers d'économiser en moyens de transport, en visite à la bibliothèque, en recherche dans d'autres endroits, impact écologique aussi donc, de la simple existence du site web de la British Library. On a vraiment aussi essayé d'avoir une approche plus qualitative, d'essayer de savoir les services que les gens préféraient, les services pour lesquels les gens étaient moins susceptibles d'accorder de l'importance, d'avoir vraiment un panorama le plus large possible. C'est une enquête qui, je pense, va être beaucoup reprise et qui tient compte de toutes les critiques faites aux enquêtes précédentes. Ça a aussi, bien sûr, fait des émules. Il n'y a pas que la British Library qui se pose cette question-là. Vous avez peut-être entendu parler de deux autres grosses institutions qui se sont constituées et qui ont été mises sur pied il n'y a pas très très longtemps. Et je terminerai sur ces deux exemples-là. La bibliothèque de Seattle. La bibliothèque de Seattle a coûté à peu près, on est autour de 160 à 170 millions de dollars. Ai-je besoin de préciser que la décision a été prise avant 2008, donc une époque où on pensait que ça allait être possible, et effectivement, ma foi, voilà, ça a été fait globalement avec de l'argent public, un peu de fonds privés, et par un Rem Koolhaas, qui est un architecte, une star, qui a voulu vraiment faire là une bibliothèque marquante pour dynamiser l'ensemble du quartier et l'ensemble de la ville. Vous avez là une photo qui a été prise dans les tout premiers jours d'ouverture, sinon le jour de l'ouverture. Vous voyez la queue que vous voyez en bas de l'écran, hein, il y a une masse de gens qui attendent pour pouvoir entrer dans la bibliothèque. La première année, on espérait bien arriver à 1,5 million de visiteurs et 2 300 000 personnes sont venues visiter la bibliothèque. Pour une ville comme Seattle, qui n'est pas énorme, c'est quand même, pour les États-Unis, c'est tout de même extrêmement intéressant.
Et parmi ces 2 300 000 visiteurs, plus de 30% venaient de l'extérieur de Seattle, donc sont venus très spécifiquement pour ça. Après tout, que les gens de Seattle aient visité leur bibliothèque, ça paraissait logique, ils l'ont financé. Ceux qui venaient de l'extérieur, ça c'est peut-être une autre paire de manches, de faire bouger les gens pour venir voir la nouvelle bibliothèque. Une petite étude d'impact, une première étude d'impact a été réalisée, qui parle pour la première année d'un coût de retombée globale sur le quartier d'à peu près 16 millions de dollars. Alors vous me direz, oups, c'est pas énorme. Effectivement, c'est pas Bilbao, c'est pas Guggenheim, parce qu'il faut reconnaître que cette bibliothèque a assez vite subi quelques critiques, et notamment on l'a trouvée extrêmement froide. Rem Koolhaas n'a peut-être pas eu l'idée de faire une bibliothèque extrêmement chaleureuse, mais de faire un magnifique bâtiment, quelque chose qui, si vous me pardonnez l'expression, en jette. Et c'est très intéressant, Ça veut dire qu'il ne suffit pas de faire un beau bâtiment avec un architecte de valeur, de faire des tas d'études d'impact préalables pour qu'un projet marche. Et c'est une belle leçon. Il faut conserver les indispensables. La mission de base, une bibliothèque, c'est pas quelque chose qu'on vient visiter, c'est quelque chose qu'on vient habiter. Et si on oublie cet élément-là, on peut faire le plus beau bâtiment qu'on veut, ça marche pas. Alors, ça ne marche pas, c'est relatif quand même. Il continue à avoir un nombre de visiteurs nettement plus grand qu'il ne l'avait auparavant dans la bibliothèque principale de la ville. Et puis, il va y avoir un certain nombre on va repenser un certain nombre d'espaces, mais de façon assez révélatrice, la bibliothèque s'est ouverte fin 2006, début 2007, et on n'a toujours pas d'études d'impact global renouvelées récentes. Ce qui, à mon avis, est la preuve qu'il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas comme on aurait voulu. Encore un petit exemple. Vous reconnaissez peut-être la bibliothèque qui vient de s'ouvrir à Birmingham. Et d'ailleurs, lors de l'inauguration, c'est cette jeune femme, Malala Yousafzai, qui a prononcé le discours, cette jeune femme de 16 ans, victime des talibans. Et qui vit à Birmingham. On n'a pas été la chercher pour ça, elle est sur place, qui vit à Birmingham. Ce projet de Birmingham est vraiment tout à fait intéressant. Après, on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui trouvent que ça fait un peu pile de cadeaux, mal emballé. C'est chacun ses points de vue. Là, je ne me prononce pas sur la beauté du bâtiment. Le projet est tout à fait intéressant parce que les architectes, c'est un cabinet d'architectes danois qui a mené le projet, a eu à cœur de faire une sorte de People's Palace, d'endroit fait vraiment pour que les gens s'y sentent à l'aise. On n'a pas mis l'accent sur le bâtiment fracassant de nouveautés du point de vue architectural, mais par exemple à l'intérieur il y a une très jolie spirale à livres qui permet de voir toutes les collections d'un seul coup d'œil. Ça donne quelque chose de tout à fait de très beau à voir. Les concepteurs ont été très conscients qu'il fallait entièrement rattacher la bibliothèque à tout le quartier et surtout à toutes les autres institutions culturelles du quartier. Vous remarquez, tant à gauche qu'à droite, il n'y a pas de solution de continuité entre les bâtiments. La bibliothèque attire tout le monde, c'est-à-dire qu'elle est pôle d'attraction pour toute une série d'activités et pas seulement pour les livres. Et c'est très frappant si vous regardez la photo où là elle est détachée du reste et où finalement il n'est pas très facile de voir par où on rentre un peu par-dessous d'une bibliothèque qui finalement a une grande vitrine ouverte et qui appelle, qui incite à venir s'y installer. Là encore, les fonds ont été débloqués en 2007, donc c'était juste. Et d'ailleurs, le jour de l'inauguration, il y a eu quand même une manifestation. Cette bibliothèque a coûté 189 millions de livres sterling. C'est quand même une somme astronomique. Et qui est en partie, pas tellement de fonds publics, mais surtout des emprunts garantis par l'État. Et il y a eu un certain nombre de gens qui ont protesté. Et il me semble qu'auprès de ces gens, il ne serait pas dénué de sens de prévoir dans les années, 2 ans qui viennent, une petite analyse d'impact qui permettrait d'avoir une idée des retombées que la bibliothèque a eues sur les Brummies, sur les gens de Birmingham. Parce qu'alors, contrairement à ce qu'on
il semble se dessiner à Seattle. Cette bibliothèque a tout de suite trouvé un public considérable. On me dirait elle a ouvert au début septembre, hein, c'est encore un peu tôt pour avoir une idée tout de même. Ils attendaient, je ne sais plus, 20 ou 30 000 visiteurs. Ils auraient bien voulu avoir 30 000 visiteurs régulièrement à la bibliothèque. Le premier jour, on a atteint 83 000 visiteurs. Au bout de quelques jours, on était à plus de 100 000. Le 11 septembre 2013, date symbolique, mais en tout cas, il y avait 100 000 visiteurs à la bibliothèque de Birmingham. Et c'est un plan qui est vraiment pris dans un plan de renouvellement de l'activité de service de Birmingham, qui est une place financière, c'est la troisième place financière d'Angleterre. Donc ça prend sens d'avoir un endroit où les gens vont pouvoir se former, où on va pouvoir stimuler la créativité, attirer les plus jeunes publics. C'est vraiment pas détaché d'autres types d'activités. C'est à côté du National Exhibition Center. Il y a des conférences, bien sûr, déjà prévues. C'est vraiment un projet conséquent. La bibliothèque n'est pas énorme, contrairement à ce qu'elle a l'air. Elle peut accueillir à peu près 3000 personnes. Bon, on va dire c'est déjà pas mal, hein. Mais elle a été tout de suite... Les gens n'ont pas trop aimé l'extérieur. Mais alors l'intérieur... Et franchement, ils ont tous reconnu que c'était quand même ça le plus important et qu'on finira bien par s'habituer à l'enveloppe, mais qu'à l'intérieur, on se sent tellement à l'aise, tellement bien. Les gens savent tout de suite où aller. Et c'est une des critiques qui a été faite à Seattle. Ils ne savent pas où aller, on est perdu, on ne comprend pas la circulation des gens, et c'est d'ailleurs l'élément qui va être revu. Là, la bibliothèque a été tout de suite conçue, vraiment pour que tout le monde s'y sente à l'aise, les lecteurs, les familles, les plus jeunes, un peu dans l'esprit des idea stores des quartiers londoniens, des quartiers difficiles londoniens. Donc, pour l'instant, on a même prévu aussi, tout en haut, là, sous la coupole, un très beau centre Shakespeare, 43 000 ouvrages autour de Shakespeare, dont, alors là, ça fait envie, rien que de voir ça, dont la plupart, au moins des exemplaires, des premières, deuxième, troisième et quatrième éditions des œuvres de Shakespeare. Donc la British Library a dû accepter de se défaire d'une partie de ses trésors, qu'elle a d'ailleurs beaucoup de peine à récupérer, puisqu'elle ne les avait pas encore au XIXe siècle. Donc vraiment, des choses tout à fait intéressantes qui sont là pour viser différents publics. Voilà une petite vue de l'intérieur. On peut y déambuler à l'aise. Et je voulais terminer sur cette petite phrase que je trouve tout à fait intéressante, qui est tirée d'un ouvrage de Triple Bottom Line, qui est en fait ce qu'on appelle en français le triple bilan. Alors, ce n'est pas beaucoup plus clair que de Triple Bottom Line. En fait, c'est une autre manière de parler de l'analyse sociale, économique et écologique que l'on peut appliquer à la réalité, à des objets ou à des entreprises. On connaît aussi sous la théorie des 3 P. Alors, suivant votre orientation, vous le donnez dans différents ordres. Moi, j'aime bien People, Profit, Planet. La version officielle, c'est Profit, People, Planet, mais tout de même, je trouve que les gens viennent avant. Donc, on va garder, ça ne change rien finalement, il y a toujours 3 P. Et cette idée qu'effectivement, nos bibliothèques ont des impacts sur tous les plans. Alors, un business plan pour les bibliothèques, alors là, très certainement, je crois que ça s'impose, mais un business plan qui tienne compte de toutes ces informations, après enquête, avec des indicateurs aussi variés que possible, des indicateurs qui sont faits avec les économistes qui seront chargés de les appliquer, et ensuite de faire les calculs qui vont avec, qui sont assez complexes. Finalement, la bibliothèque, c'est un capital qu'il faut appréhender par tous les moyens qu'on a à notre disposition. C'est ce que disait déjà Goethe, et c'est ce que disaient déjà de grands esprits de toutes sortes. Pourquoi les indicateurs de performance? Très bien. Pourquoi pas aussi des indicateurs qui intègrent ces valeurs humaines, d'apprentissage, de lien social, toutes ces notions qu'on commence à parvenir à évaluer d'une façon, je crois, pertinente. Finalement, c'est sans doute la seule manière pour nous de survivre à long terme et peut-être même de voir les bibliothèques se développer sans toutefois qu'elles risquent trop d'y perdre leur âme.
Je suis à votre disposition si vous avez des questions, notamment techniques. Je n'ai pas voulu vous abreuver trop de chiffres ni d'explications un peu trop techniques, mais vraiment c'est avec plaisir que j'y répondrai. Je vous remercie. La bibliothèque de Birmingham, vous avez donné des chiffres sur des nombres d'usagers ou visiteurs. Oui, alors ils espèrent arriver à 30 000. Non, pas par année quand même. Mais là, par jour. Quoique, ils sont arrivés à 89 000 le jour de l'ouverture. Oui, donc nombre de personnes qui passent par les portes. Oui. Dans une journée. Le 11 septembre, 100 000. À Seattle, on n'était pas très loin de ça, hein, le premier jour, on était même un petit peu plus haut que ça, mais Birmingham est plus grand que Seattle. Donc le premier jour, normalement à Seattle, je crois qu'on est autour de 30 000. Ah, c'était... Mais bon, alors, il faut aussi voir l'esprit dans lequel c'est fait. C'est un vrai projet soutenu par toute une communauté, c'est-à-dire qu'il y a eu un battage quand même considérable, il y a eu une vraie politique marketing, et elle est toujours là. C'est-à-dire qu'on a annoncé longtemps à l'avance, on a présenté la construction, on a fait des montages, donc des visions. D'ailleurs, il faut faire très attention quand on cherche des images. Régulièrement, on a des images de synthèse d'avant et pas les images réelles. Il faut quand même regarder d'un peu près et pour inciter les gens à venir voir. Et globalement, les gens de Birmingham craignent un peu pour leur futur parce que ça obère quand même leur futur, c'est cher, hein. Il faut rembourser ses prêts. Mais globalement, sont assez fiers de cet établissement. Pour l'instant. Pour l'instant. On va voir. On peut comparer le frais que ce qu'ils ont dépensé sur les Jeux Olympiques qui ont duré 3 semaines et puis tous les dettes qui viennent avec. Je ne me prononcerai pas sur les Jeux Olympiques, surtout pas sur les prochains. Non plus que les Coupes du Monde de je ne sais quoi, qui sont des vrais scandales économiques. Mais si ça serait intéressant, alors vous me direz sans doute qu'un économiste un peu habile et peut-être pas tout à fait au clair avec l'éthique pourrait arriver à justifier des retombées de toutes sortes pour les Jeux Olympiques. On a cherché. Et si on avait réussi, je peux vous assurer que ça se saurait. Donc pour l'instant, en l'état de nos connaissances économiques, effectivement, c'est très peu de choses pour beaucoup, enfin, c'est finalement raisonnable pour un profit qui est loin d'être négligeable. Et qui est même peut-être encore sous-estimé, puisqu'on a de la peine à évaluer, par exemple, tout ce qui est qualitatif. Comment à évaluer vraiment l'impact au niveau de l'éducation des plus jeunes, de leur incitation à la lecture, une opération comme Né pour lire. On a de la peine à savoir combien de passion pour la lecture ça a pu débloquer, et donc aussi combien de problèmes scolaires ça a pu éviter. Déjà, de ne pas avoir de la réticence à simplement ouvrir un livre, qu'il soit numérique ou papier, peu importe, c'est déjà un gros gain au niveau social et au niveau de la vie de ces plus jeunes. Pareil pour les plus âgés, c'est un lieu de sociabilité, c'est difficile à évaluer. Alors on commence à le faire par des indicateurs, on interroge les gens que l'on a sur place, et aussi des gens qu'on essaye d'attraper un peu au hasard des sondages. Vous voyez que c'est très anglo-saxon ce dont je vous ai parlé, parce que pour l'instant, je n'arrive pas à trouver une enquête de ce type qui sorte du monde anglo-saxon, Australie, États-Unis et Grande-Bretagne. Il y a une enquête qui a été faite en 2011, qui est un travail d'ailleurs d'une étudiante, et c'est très suggestif pour des travaux possibles, qui s'est passée sur des bibliothèques italiennes du nord de l'Italie. Mais franchement, c'est vraiment pour tester des questionnaires. Si vous voulez, c'est une étude préalable. Elle obtient des résultats essentiellement qualitatifs. Elle a travaillé d'ailleurs sur mandat de l'IFLA pour essayer d'améliorer les questionnaires que l'IFLA est en train de mettre en place, bien conscient qu'il y a là quelque chose à organiser et à faire connaître et à appliquer de façon plus systématique. Et elle a interrogé trop peu de monde sur trop peu de bibliothèques pour avoir une idée, et surtout elle a interrogé des usagers. Alors là c'est un biais qui ne pardonne pas. N'importe quel économiste vous dira que si vous demandez à un convaincu, il va accepter de mettre beaucoup. Mais même si ce n'est pas forcément des convaincus, il y a une chose assez intéressante, on s'est rendu compte que la British Library coûtait 3,5 livres par habitant, ce qui n'est pas grand-chose.
Et en fait, les non-usagers seraient prêts en moyenne à mettre presque 9 livres pour assurer l'existence de la British Library. Donc vous voyez un petit peu les arguments que cela peut fournir. C'est tout à fait intéressant. A contrario, ces mêmes arguments peuvent être utilisés de façon plus dangereuse. Une de ces enquêtes a été financée par Elsevier. Vous voyez leurs idées, ils n'étaient peut-être pas tout à fait désintéressés, mais je ne sais pas, donc je ne peux pas les accuser. Toujours est-il qu'effectivement, c'est un joli moyen de justifier une augmentation des tarifs, avec tout ce qu'on vous rapporte. Et voilà. Donc il faut faire attention à ne pas se faire trop... il faut avoir les arguments pour répondre à ce genre d'attaque croisée possible. Peut-être une réflexion. Moi, ce que je retiens du discours, c'est effectivement il faut s'atteler à l'attention sur les usages. Oui. Et ça m'a fait penser à une petite anecdote que j'ai écoutée, je crois, ici même, il y a quelques années, d'un expert pour l'UNESCO, dont je ne me rappelle plus le nom, qui visitait des bibliothèques à gauche à droite, et qui avait raconté l'histoire d'une visite d'une bibliothèque sud-américaine qui avait un très beau bâtiment et qui était entièrement vide. Évidemment, ça avait interrogé. Et l'hôte, qui était le directeur, lui dit « Mais il ne faut pas croire que parce qu'il n'y a pas de bouquin, elle est inutile. En fait, c'est un lieu de rencontre où les gens viennent avec leurs livres, ou viennent avec leurs journaux, etc. C'est un lieu de discussion. Et en fait, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui un bien commun. Mm-hmm. Et par rapport à la valeur, je fais le fil, tout à fait. Ça me rappelle un billet qui vient de paraître sur le blog de Philippe Pellegrin qui s'appelle justement Commun de commun. Bien sûr. Justement, où il pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut estimer cette valeur des biens communs. Moi, ce que je trouve intéressant dans son billet, c'est pas tellement les modes de calcul qui sont encore embryonnaires, voilà, c'est en travail, justifiés, mais sur la nécessité, en fait, de dire que ça a de la valeur. Parce qu'effectivement, il fait le parallèle, en fait, entre l'économie privée et l'économie publique, et il dit bien, l'économie publique, on lui met une valeur, et quelque part, à part le fait qu'il n'y ait pas d'échange monétaire, les biens communs ont aussi une valeur, au même titre que le service public. Donc, je pense ça s'inscrit dans un mouvement plus vaste. Ah oui, d'économie du bien-être, d'économie où on prend en considération la personne et pas forcément le profit qu'on peut générer pour faire quelque chose à la personne. Alors évidemment, ça contient aussi ce profil-là, mais pas seulement. Et là, je crois qu'il y a effectivement des outils d'analyse qui se mettent en place. C'est assez réjouissant. Alors, il y a d'autres forces qui ne sont pas tout à fait du même avis, mais pour l'instant, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font à ce niveau-là, effectivement. Même Baumol, vous vous souvenez peut-être de la loi de Baumol, pour ceux qui ont suivi un certain nombre de mes cours, donc la loi de la fatalité des coûts. Il faudra toujours venir subventionner un certain nombre de services, parce que il y a moins d'économies d'échelle et il y a moins de possibilités d'améliorer les productions. Un coiffeur, il met toujours le même temps pour couper les cheveux de quelqu'un. Même lui dit, mais oui, certes, si par exemple le coût du service social aux États-Unis continue à augmenter avec le même rythme, on sera à 60% du PIB d'ici une trentaine d'années. Et alors tout le monde crie très haut, très fort, et il dit, mais finalement, autant le savoir, et puis c'est un choix politique après. On se débrouille pour qu'ailleurs, on ait des gains d'efficacité suffisants qui permettent de prendre en charge ce genre de choses. Mais c'est un choix de politique globale. Mais pour faire un choix, il faut avoir les informations. Et il faut pouvoir comparer des éléments comparables, autant que possible. Et on verrait alors qu'effectivement, il y a peut-être des orientations à prendre du point de vue économique qui sont différentes, mais qui sont rentables, si on prend tout en compte. On va avoir un très bel exercice en creux avec le shutdown américain. Moi, je suis les blogs qui parlent de l'impact sur les biens culturels. Et alors, là aussi, ça c'est bien en lien avec la problématique des usages. Typiquement, on ferme la bibliothèque du Congrès, mais tout d'un coup, on relance les activités sur le web et des choses comme ça, parce qu'en fait, la bibliothèque du Congrès rend des services qui ne sont pas des services bibliothécaires au sens strict du terme, mais qui sont des services de référence, qui sont absolument nécessaires, non seulement aux États-Unis, mais internationalement.
Et tout d'un coup, ils ont mis 2 jours avant de réagir là-dessus. C'est intéressant. C'est extrêmement intéressant de voir à quel point c'est une intrication, en fait, tout ça. Et que c'est une théorie des dominos. On ne peut pas toucher comme ça et puis penser qu'il ne va rien se passer du tout. On commence aussi dans ces méthodes de pouvoir voir les effets. Par exemple, l'enquête de 2013 de la British Library explique que si la bibliothèque n'existait plus, si on décidait de la fermer, ça coûterait chaque année à l'ensemble de la Grande-Bretagne, pour obtenir les mêmes services par d'autres biais, 280 millions de livres, donc plus cher que l'argent qu'on y met, mais nettement plus cher. Alors ça serait vraiment un peu une décision pas très rationnelle. L'enquête de la British, tu as marqué, concerne exclusivement la British Library ou c'est l'ensemble des bibliothèques de Grande-Bretagne? Non, c'est la British Library. C'est des Nouvelles-Galles du Sud, c'est l'ensemble. Alors, cette étude-là prend l'ensemble des bibliothèques publiques de la Nouvelle-Galles du Sud. Et puis, ça, c'est quelque chose que les Australiens font assez régulièrement. Il y a aussi pardon, une autre enquête qui a pris en compte les bibliothèques scientifiques, qui a eu un très fort impact, parce qu'alors là, ils ont vraiment été chercher tous les apports possibles et imaginables, notamment en matière d'attractivité. Est-ce qu'une bonne bibliothèque dans une université attire des étudiants ou des chercheurs? Et un bon service de référence, qu'il soit en bibliothèque, qu'il soit en base de données, etc., oui, ils ont pu montrer qu'effectivement, ça avait un impact sur l'attrait que l'université avait auprès d'un certain nombre de chercheurs. Ils ont aussi remarqué, par des comparaisons, que les chercheurs qui bénéficiaient de bibliothèques aux indices de performance de qualité publiaient plus. Il n'y a pas que ça, mais ça rentre en ligne de compte. On commence à essayer d'aborder les questions sous la question de l'usage et de la façon dont on utilise les services et de l'impact que ça peut avoir. Et pas seulement sur on a fait telle ou telle chose, des statistiques qui sont indispensables, elles sont nécessaires. Je ne dis pas qu'il faut substituer l'un par l'autre, du tout. Il faut cumuler tous ces points de vue. Ah, il y a un autre problème, c'est que ça coûte, ce genre d'études. Donc là, il va falloir trouver des moyens et essayer de peser, de faire une pesée des intérêts. On ne peut pas faire ça tout le temps. La British Library a trouvé des moyens privés. Elle a quand même des sources de financement qui sont non négligeables, privées. Et bon, c'est peut-être plus facile. Mais il me semble qu'on pourrait se mettre ensemble entre plusieurs bibliothèques pour lancer ce type d'études. Imaginez, par hasard, sur un canton, par exemple, dans un type de bibliothèque. Ce serait intéressant. Est-ce qu'on a une idée déjà maintenant de l'impact que ce type d'études a sur les politiques, justement? Alors, de façon indirecte, parce que notamment aux États-Unis, vous connaissez l'ELA et son aspect avec des special kits pour bien vendre votre bibliothèque. C'est très utile d'ailleurs, je crois. Alors, ça n'a pas comblé les pertes au niveau budgétaire qui ont été faites depuis 2009. De parfois 15-20%, c'est quand même considérable. Mais ça a été utilisé pour stabiliser. C'est-à-dire que les budgets 2013 n'ont pas été trop revus à la baisse, mais ils n'ont pas été revus à la hausse non plus. Et la New York Public Library a utilisé un certain nombre de ces critères, la British Library aussi, notamment avec les coupes sombres que le gouvernement britannique avait prévues, pour expliquer que c'était peut-être pas une bonne idée. Et pour les bibliothèques américaines, parce qu'il n'y a pas que ce type d'impact, il y a aussi, par exemple, la comparaison, les hotspots Wi-Fi en bibliothèque par rapport à Starbucks, et d'expliquer qu'en période de crise, c'est d'autant plus important de conserver ce genre de service, parce que ça va coûter beaucoup plus cher d'aller aider ces gens que de les laisser s'aider tout seuls en leur en donnant les outils. Donc ça commence à être utilisé comme argument, oui. Alors les politiques, ça dépend. Quand c'est une période de crise, ils sont un peu sourds. Et puis quand c'est une période qui n'est pas de crise, ils le sont moins. Ce qui est d'ailleurs complètement à l'envers du bon sens, on dira. Très jolie petite affichette d'une bibliothèque américaine qui dit que fermer une bibliothèque en période de récession, c'est comme fermer un hôpital en période d'épidémie de peste. C'est assez joli, c'est exactement ça. Alors pour l'instant, les bibliothèques utilisent plus leurs statistiques de fréquentation qui aux États-Unis sont en hausse
rapide et vraiment assez impressionnante. Donc oui, ça commence. Mais là, c'est à nous de faire, hein. C'est la com qui doit absolument prendre ce genre d'enquête, les faire connaître et les faire comprendre des dirigeants. Parce que servir des chiffres comme ça fait toujours un peu bizarre. Mais ça, c'est vraiment une question de communication interne et externe. Et dans ce que tu dis aussi, il y a un lien évident entre l'architecture aussi. Oui. Oui, alors que ce soit un beau bâtiment ou que ce soit un bâtiment où on se sente bien, ça a un effet, un impact considérable. Alors le beau bâtiment, c'est un pôle d'attraction. Je me souviens à l'époque de Beaubourg, il y a déjà un certain temps, ça a quand même drainé beaucoup de choses. Oui, et je crois qu'il ne faut pas craindre le débat, parce que un débat sur une bibliothèque, c'est une façon de parler d'une bibliothèque. C'est déjà mieux que rien du tout, que la bibliothèque grisouille, qu'on ne voit pas et on ne sait même pas où elle est. Le nombre de gens qui répondent à certaines enquêtes en disant qu'ils ne savent pas où se situe la bibliothèque de leur quartier, c'est quand même stupéfiant. Alors ça, on ne peut pas la louper, celle-là. Ça, tout le monde en a entendu parler. Alors après, on débat, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais finalement, c'est un pôle d'attraction. Oui, là, il faut faire une étude ex ante, c'est-à-dire voir à l'avance comment on va investir les choses. Je me réjouis de voir, Seattle, ils vont bien faire une étude, tôt ou tard. Ça sera très intéressant d'analyser l'effet du bâtiment. Ça ne suffit pas, mais ça aide. Ça aide. Donc voilà vos statistiques.